Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notaire Éco. Et aujourd'hui, on va parler immobilier. Évidemment, c'est un sujet de prédilection pour nous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu précis. C'est quand vous souhaitez acheter un bien, et ça arrive souvent, mais que vous avez besoin du financement de votre bien actuel, celui que vous mettez en vente, pour pouvoir acheter le nouveau bien. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour pouvoir faciliter cette transaction ? Alors, pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la notaire Éléonore Blix. Bonjour Éléonore. Et le courtier Jean-Jacques Payot. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jay. Oui. Vous écoutez Notaire Éco, une initiative de notaire.be. Bienvenue à tous les deux. Et alors, j'ai une première question. Éléonore, c'est une situation qui arrive en fait très souvent. Ça arrive hyper souvent. Les gens achètent un premier bien et puis une fois que leur situation familiale évolue, ils ont envie de plus grand, ils ont besoin d'un espace plus grand pour agrandir la famille. On déménage et évidemment, on a besoin du produit, de la vente du premier bien pour financer. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en musique ? Et c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Et alors, c'est quoi les défis les plus importants justement quand il y a cette transaction ? Et alors, avec une question qui est encore un petit peu plus précise, est-ce qu'on peut acheter et vendre le même jour ? Oui, alors tout ça, c'est une question d'organisation. C'est faisable. Et tout est faisable à condition de bien anticiper, de bien communiquer et d'établir tout, d'avoir un plan tant financier au niveau timing qui soit précis et qui soit fixe dès le départ. Alors, je vais me tourner vers toi, Jay, parce que j'imagine que toute cette organisation, c'est un tout petit peu ton métier. Comment est-ce que tu accompagnes et comment est-ce qu'au préalable, ça s'organise avec les gens qui ont besoin de ce financement ? Comment est-ce qu'on met ça en musique ? En amont, bien sûr, tu essaies de capter le client le plus vite possible pour pouvoir avoir le temps de réponse le plus large, le temps que les compagnies répondent simplement. Encore une petite question par rapport à l'offre. Alors, Éléonore, avant de creuser toutes les possibilités un petit peu plus techniques de financement, est-ce qu'il y a des clauses que je dois mettre dans mon offre à partir du moment où je veux faire ce transfert de biens ? Par exemple, une clause suspensive si j'arrive pas à vendre mon bien précédent, par exemple. Il faut tout anticiper. Lorsque vous mettez votre bien, lorsque vous achetez un bien, mais que vous savez dès le départ que vous aurez besoin du produit de la vente de votre bien actuel pour acheter ce nouveau bien, il faut le prévoir. Ce n'est pas un élément nouveau qui va tomber du ciel. Et donc ça, on peut le prévoir. La seule chose, c'est que de dire une condition suspensive de la vente de son bien actuel, pour le vendeur, c'est pas terrible. Parce que ça veut dire quoi ? Que le vendeur, il est pendu à un fil aussi longtemps que votre bien n'est pas vendu. En revanche, on peut essayer de cadrer tout ça en fonction de chaque situation spécifique, d'où l'importance de prendre les bonnes infos avant pour que l'offre elle soit préparée sur mesure pour tenir compte de vos spécificités. Alors, Jay, peut-être le mot qu'on entend le plus dans ce genre de cas, c'est le crédit pont. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi un crédit pont et à quel moment il est vraiment hyper important ? Oui, le crédit pont, c'est le fait de pouvoir avoir accès à l'argent de ton bien sans l'avoir vendu. Voilà. Il faut le vendre dans les 12 à 24 mois selon l'organisme financier qui va te prêter cet argent. Et comment est-ce qu'on peut le mettre en place concrètement ? On doit faire une expertise du bien, enfin plutôt l'organisme financier qui va prêter l'argent va faire une expertise du bien et sur base de ces conditions à eux, parce qu'il y a plusieurs types de crédit pont, ils vont te prêter un pourcentage de la valeur du bien. Et est-ce qu'il y a des conditions pour l'obtenir, ce crédit pont, ou généralement ça passe ? Il faut juste être propriétaire de ton bien, a priori, c'est tout. Et alors, en dehors du crédit pont, est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Tu as le transfert d'hypothèque. C'est quoi un transfert d'hypothèque ? Un transfert d'hypothèque, c'est le fait de transférer une hypothèque, un crédit, d'un bien A vers un bien B, simplement. Et quelle est la nuance par rapport au crédit pont et qu'est-ce que ça implique dans le chef de l'acheteur-vendeur ? Le transfert d'hypothèque va maintenir ton taux d'intérêt de ta première hypothèque sur ton nouveau bien. Après, généralement, comme on va toujours vers un plus, tu vas avoir besoin de compenser ce qui manque dans ta première hypothèque pour l'achat du deuxième. Et c'est là que ça peut poser problème, par contre. Et comment est-ce qu'on fait le choix entre ce transfert d'hypothèque et un crédit pont ? Un calcul mathématique de qu'est-ce qui est le plus intéressant financièrement, c'est tout. C'est l'analyse de ce que le client va perdre ou gagner comme argent. Et donc, à un moment, personne n'a envie de perdre de l'argent par rapport à ça. Et alors, donc c'est toujours ce calcul. Et donc, est-ce que parfois, il vaut mieux contracter un nouveau crédit au taux actuel plutôt que de faire un transfert d'hypothèque ? Oui. C'est plus intéressant si la banque qui te prête l'argent du nouveau crédit ou de complément n'aime pas être en deuxième rang derrière la banque qui a contracté le premier crédit. Et donc ne va pas vouloir se mettre derrière ou va te mettre une majoration de taux sur le complément plutôt, qui fait que, in fine, le complément a un taux majoré, plus l'ancien initial a un taux intéressant, sera moins intéressant que de faire un nouveau crédit à un taux actuel plus bas du coup, sans la majoration. Pour rebondir par rapport à ça, il y a quand même aussi une spécificité, c'est que
Le transfert n'est effectivement possible que moyennant de rester dans la même banque. Donc vous avez emprunté avec une banque A, vous transférez votre crédit et toutes vos garanties sur votre nouveau bien. Si par contre, on parle d'une nouvelle banque ou d'un nouvel organisme qui rentre dans la danse pour la seconde acquisition, il faudra que la première marque son accord parce que très souvent, dans les clauses, les conditions générales et dans les actes de crédit, il est indiqué que la banque, s'il y a le moindre changement, doit marquer son accord. Et donc, ce n'est pas tout de dire je vais emprunter dans une banque B alors que mon achat était auprès de la banque A. Il faut que la banque A marque aussi son accord. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que ça peut donner lieu à des grosses discussions et parfois même à l'échec du projet parce que la banque A ne serait pas d'accord avec cette solution. Bien sûr. Ça, donc en fait, j'ai l'impression que dans ce dont on discute, le citoyen a assez peu son mot à dire. C'est quand même une discussion qui se fait à l'échelle des banques, au final. Il y a une question de compatibilité d'humeur entre certains organismes, on va dire ça comme ça. Éléonore, je vais me tourner vers toi. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on le dit souvent dans ce podcast, se précipiter, c'est jamais très bon. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on risque en fait si on vend trop rapidement sa maison parce qu'on a besoin des fonds ? À la rigueur, si c'est se précipiter pour vendre sa maison, j'aurais tendance à dire qu'il y a encore des solutions qui peuvent être trouvées. Vous avez accepté une offre pour votre maison, vous devez passer l'acte dans un certain délai. Il est possible de trouver, si vous annoncez la couleur aux acheteurs, un terrain d'entente avec les acheteurs, de dire voilà, en fait, on a vendu notre maison, on a l'intention de trouver rapidement quelque chose pour déménager, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Ça va toujours être une question d'ajustement. On pourra ajuster les timings, que ce soit au niveau de la vente de la maison ou de l'achat d'un second bien. Si on ajuste les timings et qu'on communique bien, on pourra trouver généralement un terrain d'entente. Et c'est pour ça que c'est important de bien se faire accompagner par le notaire, par l'agent immobilier éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est intervenu, par la banque, etc. Ça, c'est un premier point. En revanche, quand on se précipite pour acheter un second bien, alors que la maison n'est pas encore vendue, enfin votre premier bien n'est pas encore vendu, là par contre, vous pouvez être dans une situation où la pression financière est plus importante parce que vous allez devoir, dans un certain délai, financer cette nouvelle acquisition. Et si les conditions du crédit de votre nouvelle acquisition sont trop lourdes financièrement, ça peut être une situation de stress qui n'est pas négligeable. Et au-delà du crédit et sinon de l'aspect pragmatique du déménagement, il y a aussi, si on parle d'abattement, de la taxation sur la plus-value, etc., tous ces aspects un petit peu plus fiscaux. De nouveau, il faut faire... Chaque dossier est différent, chaque partie est différente, parce que pour toutes ces petites réductions, ces abattements, les diminutions de droits d'enregistrement, etc., à chaque réduction sont assorties un certain nombre de conditions. Et donc, il faudra regarder, est-ce que selon que j'agis de telle façon ou de telle façon, est-ce que je peux bénéficier de telle réduction, de tel abattement ? Ce n'est pas toujours le cas, d'où l'importance de prendre les bonnes infos avant pour savoir exactement dans quel ordre est-ce qu'on doit faire les choses. Parce que de nouveau, si on s'organise bien, on pourra veiller à ce que ce soit fait de manière parfaite et où financièrement les acheteurs sont les plus tranquilles, mais ça nécessite une organisation. Et donc ça, c'est vraiment des dossiers qui, dans les études, nécessitent une attention particulière parce que vous pourriez très bien, dans un même dossier, avoir, par exemple, évité la taxe sur la plus-value parce que vous êtes resté suffisamment longtemps propriétaire, éventuellement récupérer une partie de vos droits d'enregistrement parce que vous avez vendu dans un certain délai et bénéficier d'un autre type d'abattement ou de réduction parce que vous n'êtes pas propriétaire d'autre chose au moment où vous signez ce second bien. D'où l'importance, tout ça est très technique, les notaires le maîtrisent parfaitement et donc si vous vous faites bien accompagner, il n'y aura pas de souci et vous serez porté pour mener à bien votre projet. Alors, on s'organise, on va voir son notaire qui connaît tout ça parfaitement. Et puis après, on s'entoure aussi d'un courtier. Parce que j'imagine que toi, Jean-Jacques, en tant que courtier, c'est ton métier d'analyser la situation dans sa globalité et d'aider tes clients à faire le meilleur choix. Oui. Chaque dossier est très différent. Et tu dois analyser entièrement les besoins de ton client maintenant par rapport au but qu'il te propose et qu'il te présente. Mais tu dois essayer d'anticiper aussi le futur. Anticiper le futur de quels seront ses besoins dans 3, 5 ans, en fonction de la discussion que tu as avec lui. Donc, c'est vraiment une question d'empathie et d'analyse globale de ses besoins. Tu as un exemple d'une situation, comment est-ce que tu peux envisager les situations futures ? Est-ce que tu as une anecdote concrète ? Tu vas voir les choses de manière différente avec des jeunes couples qu'avec des couples plus installés, par exemple.
les jeunes couples vont généralement avoir tendance, et tu le disais tout à l'heure, sans enfants, un jeune couple sans enfants va avoir tendance à vouloir acheter le plus vite possible. Et le plus petit possible, en tout cas dans leurs besoins ou dans leurs moyens. Dès qu'ils vont avoir un enfant, ça va aller bien. Le deuxième enfant, ça va devenir trop petit. Et donc, on va passer vers un tremplin vers le deuxième bien. Et à ce moment-là, soit tu vas te poser la question, est-ce que je vais revendre pour pouvoir avoir des revenus locatifs qui vont me permettre d'avoir un meilleur dossier pour après, ou est-ce que je vais ne pas revendre pour pouvoir garder ces revenus locatifs, ou est-ce que je vais revendre pour pouvoir prendre la plus-value éventuelle du bien que j'ai acheté au début et faire un tremplin vers la maison, par exemple. C'est pas toujours possible de se poser la question de garder le premier bien. Non. Parfois, en fait, financièrement, il faut juste revendre parce que vous avez besoin de ce montant-là. Donc, effectivement, c'est hyper important de bien prendre les infos avant de se lancer. J'ai encore des questions un peu plus pragmatiques pour toi. Quand est-ce qu'il est intéressant de refinancer son emprunt ? Alors, le refinancement de l'emprunt, dans ma conception à moi de la chose, c'est parti d'une stratégie hypothécaire que tu mets en place dès le début et que tu envisages pour les 10-20 ans à venir. Quelles sont les choses dont tu dois tenir compte lorsque tu envisages de refinancer ? Tu vas tenir compte de tout ce qui est lié à ton crédit, tous les paramètres qui influent sur le tarif ou sur le taux, comme les banques le présentent. Les paramètres qui influent sur le tarif sont la durée, la quotité, le ratio d'endettement ou le taux d'endettement, le debt to income, ainsi que la manière dont le taux est constitué, dont le tarif est constitué. Tu as toujours une partie. On ne rembourse pas de la même manière du capital dans un prêt fixe que dans un prêt variable, ou dans un prêt à mensualité constante, ou à amortissement constant, etc. Et donc, ça, ce sont toutes les choses à analyser pour nous, pour voir dans quelle mesure est-ce que ça s'implique comme il faut par rapport aux besoins du client. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il vaut mieux un taux fixe ou un taux variable ? Alors, très concrètement, ça va vraiment dépendre de la situation et de ce que le client va vouloir faire avec son bien. Aujourd'hui, dans l'exemple d'aujourd'hui, dans le momentum d'aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît sur les marchés, un taux fixe pour un particulier, pour un premier bien d'habitation, dans mon sens, est le plus intéressant. Parce que ça va le stabiliser, ça va lui donner une manière de pouvoir se projeter dans l'avenir sur base d'une mensualité qui ne va pas changer. Par contre, si je prends l'exemple du bien d'investissement, j'aurais tendance aujourd'hui à favoriser un variable annuel avec un accordéon sur la durée pour maintenir une mensualité fixe qui permettra aux détenteurs de ce bien de rapport d'avoir une charge fixe. Lorsque l'inflation augmente, le taux d'intérêt va augmenter, mais il va pouvoir augmenter aussi son loyer. Et il va juste se faire rajouter potentiellement, c'est parce qu'on sait au début quelle est la durée maximum que l'accordéon va prendre en termes de durée. Donc il sait qu'il va pouvoir durer quelques années de plus, mais c'est pas important parce que lui, ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir payer son crédit tous les mois avec l'argent qu'il reçoit de ses loyers. Si son loyer est augmenté, si l'inflation est là, si son loyer est augmenté, si les revenus de ses locataires sont augmentés, ils n'auront jamais de problème à payer son loyer. Et donc, tu peux te permettre de faire un variable annuel pour un bien un bien locatif, un bien de rapport. Par contre, c'est pas du tout le bon conseil pour quelqu'un qui va vouloir se fixer, en tout cas se projeter dans l'avenir de manière stable, quoi. Et tu parlais de, évidemment, la situation économique qui est toujours ce qu'elle est à un moment T. Est-ce que c'est le bon moment pour obtenir un taux, pour choisir un taux ? Le taux, une fois de plus, c'est un terme que je n'aime pas. Moi, je préfère parler de tarifs, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour acheter, à mon sens en tout cas. La seule chose qui est importante, c'est que tu puisses payer la mensualité que tu te fixes quand tu décides de signer une offre de crédit. Donc, il n'y a pas de mauvais crédit. Il y a juste un crédit que tu sais de payer ou pas. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. On refinancera après s'il faut et on verra en fonction de comment ta situation évolue. Eleanor, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour acheter, pour obtenir un crédit ? Ce sera toujours au moment où on achète, ce sera toujours trop cher. Pour toutes les générations, que ce soit typiquement si on prend les jeunes couples, pour tous les jeunes couples c'est difficile, mais pour les jeunes couples en 2025, mais pour les jeunes couples en 2000, pour les jeunes couples en 1980, ça a toujours été un effort financier. Et donc le fait de se dire, ceux qui se disaient en 2020 ou en 2019, oh, c'est trop cher, je vais pas y aller, finalement, n'ont pas été bien inspirés parce que si on regarde le tarif, alors effectivement, c'est peut-être pas le seul indicateur, mais c'est en tout cas l'indicateur qui est pointé le plus souvent par les médias, par les professionnels du secteur.
en 2019 ou en 2020, vous aviez un super taux. Et donc, ceux qui ont emprunté à ce moment-là ont été très bien inspirés. Et s'ils se disent en 2025, flûte, j'aurais peut-être été bien inspiré de me lancer à ce moment-là, ce sera de toute façon, au niveau des prix de l'immobilier, il y a une évolution. Et donc, c'est toujours un bon calcul d'acheter. Et alors, quand on obtient un prêt, c'est quoi la durée idéale qu'il faut choisir, Jean-Jacques? Alors, la durée idéale, une fois de plus, je suis désolé de le répéter comme ça, mais va dépendre du besoin de ton client, tout simplement. Les générations précédentes préféraient acheter sur 20 ans. Certains préféraient acheter sur 15 ans parce qu'ils voulaient payer très très vite leur crédit et passer à autre chose. On parlait d'une autre époque où les biens pouvaient servir de garantie pour les suivants, on pouvait faire des cascades. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. En tout cas, ces garanties immobilières ne sont plus valorisées de la même manière par les organismes financiers, donc c'est pas une bonne idée non plus. Aujourd'hui, la majorité des gens vont viser un 25 ans. 30 ans parfois, mais plus la durée est longue, puisque la durée est un des critères qui influent sur le tarif, plus la durée est longue, plus le taux est majoré. Et donc, il faut faire attention à ça. Et c'est aussi un calcul à faire. Quelle est la différence pour mon client que j'ai devant moi entre un 20, un 25, un 30 ? Parfois, un 18 va avoir un 18 ans va avoir le même taux qu'un 15. Et donc, est-ce qu'on peut le faire en 18 ? Est-ce qu'on peut raboter un peu à gauche, à droite ? Et donc, ça s'inscrit aussi une fois de plus, dans ce que j'appelle moi cette stratégie hypothécaire d'après, de voir vers quoi est-ce qu'on va aller, à quel âge est-ce qu'on va terminer. Parce qu'on ne tient pas compte des revenus de la même manière qu'on soit pensionné ou pas. Voilà. Et comment est-ce qu'on négocie bien son crédit ? Au-delà du fait de venir te voir, évidemment. Je pense que, comme l'a dit Éléonore, il faut être bien informé avant et s'y prendre le plus tôt possible. Plus tôt et plus vite on s'y prend, moins on aura de pression, et au moment où on aura de pression sur l'intermédiaire aussi, pour arriver à trouver la bonne solution. Et après, derrière, bien négocier son crédit demande de tenir compte de tous les facteurs qui influent sur le crédit. Tu as tous les facteurs qui influent sur le tarif, sur le taux, qui sont la durée, la quotité, tout ça ce que j'ai déjà dit, mais tu as aussi derrière les frais qui sont liés à ce crédit, de par la législation, etc. Le PEB, par exemple, l'attestation de désamiantage en Flandre, par exemple, les choses qui vont arriver dans le futur, liées ou pas au Green Deal, sont des choses qui vont influer. Le PEB aujourd'hui donne un malus ou un bonus dans tous les organismes. Il peut même te voir faire refuser un bien parce que les banques veulent avoir des biens de qualité de par la pression qu'ils reçoivent des législateurs. Au-delà de mon courtier, Éléonore, je vais voir mon notaire et il va aussi me donner ses pistes sur comment négocier ce crédit en fonction de tous les paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte au moment où j'arrive. De nouveau, ça dépend à quel moment on arrive avec ces questions. Lorsque on a un couple qui nous contacte avant même de faire son offre et qu'on va accompagner dès le moment où « Ah super, votre offre a été acceptée, génial, maintenant on se voit et on discute pour la suite », clairement, à ce moment-là, on va avoir la possibilité de lui dire « Tiens, lorsque vous allez voir la banque ou un courtier, pensez à demander ceci, ça ». Selon votre situation, faites attention à tel paramètre qui va pouvoir avoir aussi une incidence sur le montant que vous allez payer sur la facture globale parce qu'effectivement, on parle du taux, mais il y a tous des à côté qu'on n'estime pas systématiquement. Vous avez votre assurance solde restant dû, vous avez les assurances liées aux biens, et tout ça, c'est des frais qui viennent s'ajouter, et si on n'a pas eu son attention attirée, eh bien, ça peut faire une mauvaise surprise par la suite. Donc, si on arrive avec son projet suffisamment tôt et qu'on a la possibilité, on laisse la possibilité, j'aimais bien le fait de dire de ne pas mettre la pression sur l'intermédiaire, il ne faut pas déplacer le curseur. C'est finalement à l'acheteur et au particulier de se dire « Ok, je prends les infos au bon moment, je me fais accompagner au bon moment pour ne pas agir dans la précipitation et l'urgence par la suite. » Alors j'ai encore une petite question, Jean-Jacques, je pense que c'est un peu pour toi. C'est dans une condition spécifique, il y a un achat à l'étranger. Est-ce que j'ai intérêt à aller voir une banque dans le pays dans lequel j'achète ou plutôt une banque en Belgique ? Une fois de plus, ça va dépendre de la situation du client et de l'organisme et du pays dans lequel tu vas acheter. Historiquement, la majorité des organismes qui ont pignon sur rue en Belgique vont te demander d'être citoyen belge, d'avoir un bien en Belgique sur lequel ils vont pouvoir mettre une hypothèque, et vont se limiter à un certain nombre de pays qui est historiquement lié à leur appartenance. Il y a certains qui ne prêtent que pour la France, d'autres qui ne prêtent que pour le Benelux, d'autres qui ne prêtent que pour l'Union européenne Sud, avant élargissement, et encore moins, mais d'autres qui vont prêter pour l'Union européenne entière. Donc dès qu'on sort de ce cadre-là, par contre, c'est plus compliqué. Donc, mais par contre, voilà, on sait, la Turquie n'est pas encore dans l'Union européenne, mais on peut faire des prêts en Turquie avec un bien hypothéqué en Belgique, par exemple.
C'est Merci. spécifique et débiteur du besoin. Merci pour ces précisions. Éléonore, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? Entourez-vous bien, consultez à temps, prenez les infos, contactez votre notaire parce que c'est essentiel pour mener à bien votre projet sans stress et autrement que dans l'urgence. Merci beaucoup à tous les deux. Et moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de bons ou de mauvais moments, mais ce qui est sûr, c'est que chaque situation est complètement spécifique. Et donc, les infos qu'on peut trouver de manière généraliste, en fait, s'appliquent, j'imagine, rarement à notre situation propre et au temps qui nous occupe. Donc, on s'entoure de notaires, de courtiers, de tous les spécialistes pour ne pas regretter après coup, parce qu'en fait, quand on fait un achat, évidemment, ça nous implique pour quelques années. Et donc, on prend toutes les précautions préalables. Merci à vous de nous suivre, merci de nous écouter. N'hésitez pas à commenter, liker, à nous dire tout ce que vous en avez pensé, à poser vos questions en commentaire. On les lit avec grand plaisir, ça nous permet d'envisager les épisodes suivants. Merci beaucoup et à bientôt.